Nous reprenons et le premier orateur est Mark Anderson. Alors Mark Anderson est mon collègue de Columbia à New York, spécialiste de Kafka et de la littérature allemande et autrichienne de la modernité. Et je crois qu'il va nous parler Tu nous parles en français ou en anglais? Oui, je parle en français, avec quelques citations en anglais, mais plus ou moins en français. Plus ou moins en français. Et le sujet de Marc est donc Kafka. Et il est à Genève, hein, je précise, il n'est pas à New York, mais à Genève en ce moment. Et son sujet est Kafka et Robinson Crusoe, la littérature et la fin de l'humain. À toi, Marc. Bonjour tout le monde, merci Antoine pour cette invitation. Euh, je parle avec un arrière-fond, non pas de Genève, non pas de New York, mais bien de Prague de 1900, pour évoquer un peu le monde de Kafka. Dans un colloque organisé autour des fins de la littérature, l'œuvre de Franz Kafka semble particulièrement bien située, car elle vit, tout comme l'Énéide de Virgile 20 siècles plus tôt, dans l'ombre de sa propre presque destruction. Vers la fin de sa vie, se sachant mortellement atteint d'une maladie au larynx et aux poumons, Kafka a mis au feu nombre de ses écrits non publiés et a prié son ami le plus proche de détruire les manuscrits de ses 3 romans et d'autres nouvelles qui l'ont rendu, on le sait, célèbre après sa mort. La vie de ses écrits, que Kafka considérait comme ses propres enfants, lui qui ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfants propres, cette vie serait éteinte avant même de naître. Et même si Max Brod, l'ami, a fameusement ignoré l'exhortation de Kafka, nous lisons toujours son œuvre dans cette ambiguïté complice et un peu déroutante d'avoir entre les mains des écrits ni finis ni autorisés par l'auteur. On rejoint ici un peu les propos de ce matin sur Blanchot, Beckett et d'autres. Habituellement modeste et taciturne quant à sa propre place dans la littérature, Kafka a néanmoins essayé une fois une définition de soi. Je suis né trop tard pour attraper le bout du manteau de foi judéo-chrétienne qui s'en allait, mais j'étais né trop tôt pour vivre la nouvelle possibilité de vie représentée par le sionisme. Kafka se situait donc comme juif de langue allemande dans le creux d'une grande transition historique. Ich bin Anfang oder Ende, je suis commencement ou fin. En ce qui concerne sa relation à la littérature, nous pouvons situer Kafka au bord extrême de ce courant qui voyait dans l'art, après Nietzsche, une justification métaphysique de la vie à la place du Dieu mort. Comme jeune écrivain, il défendait le but de vivre si intensément la littérature que l'auteur serait entré dans son écriture pour en devenir une avec elle. Je cite, « Non pas un intérêt pour la littérature Félix, disait-il dans une lettre à sa fiancée, qui voyait dans son futur mari surtout un diplômé en droit avec un bon travail dans une société d'assurance. Non pas un intérêt, je suis fait de littérature et ne suis rien d'autre. Ich bestehe aus Literatur. » Quand son organisme a compris que la littérature était l'activité la plus propice, écrivait-il dans une autre lettre, tout le reste, dit-il, les joies de la nourriture, la musique, la philosophie, a
a couru dans cette direction. J'ai suivi un régime dans tous les sens, dit-il, pour son écriture. Mais cet enthousiasme du début de sa carrière a fini par céder la place au doute, mettant en cause la littérature comme valeur essentielle et rédemptrice. Après l'échec de plusieurs tentatives de mariage, presque toujours liées à son dévouement à l'écriture, et après l'échec de finir ses deux romans, L'Amérique et le procès, Kafka commençait à douter de la littérature même et se voyait comme son personnage, le chasseur Gracchus, errant les océans, incapable de vivre ou de mourir dans une grisaille entre vie et mort. C'est à ce point qu'il prend connaissance du groupe dadaïste au Café Voltaire. On imagine Kafka souvent comme un érémite vivant hors des courants littéraires, un peu perdu dans sa Prague magique, mais dans sa bibliothèque, bien après sa mort, on trouvait un exemplaire de la première aventure céleste de Mr. Antipyrine de Tristan Tzara, avec dédicace personnelle, publiée en 1916 à Zurich. C'est dans cette optique de la mise en question radicale de l'art comme institution qu'a fait le dadaïsme qu'il faut voir la dernière production littéraire de Kafka, non pas seulement son roman Le Château, conçu comme dernier assaut contre la frontière de la vie, mais aussi et surtout les nouvelles de sa dernière collection, Hungerkünstler, le jeûneur, comme le traduit Bernard Lortolari, qui parle d'artistes qui ont survécu à la disparition de leur propre art et avec ses structures institutionnelles et qui se heurtent donc au manque d'un public croyant et sérieux qui le confirmerait. Est-ce vraiment de l'art, se demande le narrateur du dernier récit, Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris? Est-ce que son chant est plus que le sifflement que toute souris sait faire, la traitant tantôt comme une enfant gâtée, tantôt comme une diva extravagante? Le narrateur de Joséphine admet toutefois qu'elle représente la musique et qu'avec sa disparition, la musique même, qui sait pour combien de temps, disparaîtra de notre vie. Dans cette brève communication, nourrie par l'amour de la littérature que je partage avec Antoine, cher collègue et encore plus cher ami durant toute ma carrière à Columbia, un vrai compagnon de route dans mon cas, qui était avec moi à New York quand elle commençait et sera là, j'espère, quand elle touchera à sa fin. Dans cet exposé, je disais, il s'agira des limites de l'art et de l'humain dans l'œuvre de Kafka, surtout dans son tout dernier texte inédit, Der Bau, traduit en français comme Le Terrier. Ce n'est pas tout à fait exact, c'est impossible de le traduire parce que, outre que ça veut bien dire le terrier, mais Der Bau veut simplement dire la construction, le bâtiment, et aussi la grille de mine, le bâtiment qui descend dans la terre, Der Bau, Bergbau. Jusqu'où peut arriver la littérature, surtout quand elle n'a pas d'éditeur ou de lecteur, quand elle vit dans l'obscurité d'un auteur coupé du monde, vivant seul sur son île. Il s'agira, vous l'avez peut-être deviné du titre, du rapport surprenant entre Kafka et Robinson Crusoe. Commençons par le début, quand Kafka se lance et dans la littérature et dans la vie, qui ne voit pas encore comme étant en conflit. En 1912, c'est l'année du verdict de la métamorphose, il rencontre une jeune femme de Berlin, Felice Bauer, avec qui il commence une relation épistolaire. Le rapport déclenche une véritable explosion d'activités littéraires.
En quelques mois, il compose ce qu'il appelle le Durchbruch, la percée dans la vraie littérature, le verdict, les 6 premiers chapitres de son premier roman, L'Amérique, et la célèbre nouvelle La Métamorphose di Favanton. Ça, dans l'espace de quelques mois, tout en écrivant 2, 3, voire 5 lettres par jour à celle qui deviendra bientôt sa fiancée. Lors d'un voyage qu'elle devait faire, Kafka lui parle dans une lettre du livre de Daniel Defoe qu'il est en train de lire, ou probablement de relire, dans une vieille traduction. Il lit donc le texte original entier de Defoe et non pas une des nombreuses Robinsonades qui ont été tirées du roman au cours du XIXe siècle, souvent pour les jeunes lecteurs et souvent abrégées. Kafka cite le début du roman quand le jeune Crusoe part en voyage pour la première fois et, durant une grosse tempête, constate que tous les matelots sont en train de faire leur prière, convaincus à tout moment que le navire allait se submerger au fond des eaux. However, the storm was so violent that I saw what is not often seen, the master, the boatswain, and some others more sensible than the rest, at their prayers and expecting every moment when the ship would go to the bottom. Il peut surprendre que l'auteur de La colonie pénitentiaire ait lu un roman qui est souvent vu seulement comme un divertissement pour jeunes lecteurs. Or, Kafka lisait volontiers des livres pour les jeunes, il adorait les livres d'aventure et de voyage. Mais il lisait souvent aussi pour l'aspect biographique qui se rapportait à sa propre vie. Et le livre de Defoe offre à cet égard beaucoup. Issu d'une famille allemande, Crusoe, le nom Crusoe est une forme bâtarde de Kreutzner. Robinson est un fils en lutte avec le père, qui insiste qu'il étudie le droit et reste dans une position sociale moyenne, confortable, sûre. Le fils, au contraire, veut à tout prix l'aventure que représente la haute mer. Partir en voyage pour lui, c'est le refus du père. Kafka y voyait un parallèle avec sa propre vie, divisée entre les études de droit ou le travail au bureau et sa vraie vocation d'écrivain. Kafka voyait un parallèle avec sa propre vie, divisée entre le droit ou le travail au bureau et son travail comme écrivain. C'était un travail mal vu par son père, homme d'affaires pratique, qui souvent le poussait à devenir capitaliste, propriétaire d'une fabrique, etc. Dans l'œuvre de Kafka, le voyage en mer fonctionne donc comme métaphore pour son écriture. Le jeune protagoniste de l'Amérique part en bateau à New York et rencontre presque aussitôt un personnage nommé Robinson. Ouais, c'est un petit clin d'œil à l'auteur anglais. Et plus tard, Kafka développe la figure du chasseur Gracchus, une variante maritime du juif errant, pour représenter une vie entièrement dédiée à la littérature, une vie, mais une vie qui ne prend jamais fin, qui ne sait pas s'achever. Dans la dernière année de sa vie, encore un grand échec derrière lui avec le manuscrit du château abandonné, il se donne à une magistrale réécriture du roman de Defoe dans son tout dernier texte inédit, Terbau. Écrit en novembre, on pense, de 1923, mais c'est difficile de savoir exactement quand il a commencé, quand il a terminé. Il n'a jamais terminé, c'est resté un fragment. La critique de cette nouvelle est restée avec l'idée d'une proximité symbolique et générale entre Kafka et Crusoe. Je voudrais proposer ici une autre lecture. Le roman de Defoe
comme pierre de touche dans toute la pensée de Kafka sur le rapport entre l'humain et l'animal, et ce depuis la métamorphose de 1912 jusqu'au Terrier de 1923-24. Et ce rapport étroit avec le Terrier, à ma connaissance, n'a jamais été vu. Ce dernier texte représente en fait un point extrême de la narration kafkaïenne, un texte si sombre, si abstrait, si brutal, que le germaniste français Claude David l'a défini un non plus ultra, une impasse géniale, une voix dans le noir qui semble être celle d'un animal, mais sans signe identifiant, raconte d'avoir construit un vaste labyrinthe souterrain pour se protéger contre un ou plusieurs ennemis qui essaieraient de le prendre d'assaut. C'est un travail de toute une vie, un Lebenswerk, comme il le dit en allemand, dont il est manifestement fier et qu'il décrit avec une précision maniaque, on dirait presque militaire. Les couloirs qui relient des places tous les 100 mètres, les 1000 pas qui séparent l'entrée vraie de la fosse, la citadelle d'où rayonnent les galeries principales. Mais toutefois, dans ce vaste labyrinthe, dans ce vaste terrier, il ne se passe quasiment rien tout au long de ce texte. Temps et espace se confondent, aucun repère n'aide le lecteur à se situer et reconnaître un sujet, un paysage humain. À un moment donné, la bête sort du terrier pour regarder de dehors, puis elle rentre chez elle pour attraper de petites bêtes, Kleinvolk, qui sont ses provisions, sa nourriture contre la faim et qu'elle entasse partout. Le seul événement narratif, pour ainsi dire, est l'arrivée ou la perception de l'arrivée d'un sifflement qui serait de l'ennemi. Est-ce vraiment un deuxième personnage ou l'hallucination du narrateur? Impossible de le dire, impossible aussi de savoir comment ce texte fragmentaire sans fin aurait pu conclure. La dernière phrase ou bout de phrase semble confirmer au contraire le manque de mouvement ou de développement narratif général du récit. Je cite, « Tout est resté inchangé ». S'agit-il ici d'une œuvre tardive marquée d'un late style à la manière des quatuors de Beethoven, les 4 derniers leaders de Strauss ou de la Tempête de Shakespeare? D'un chef-d'œuvre ou d'une impasse géniale? Certes, le texte marque un point extrême de undecidability. On ne peut pas décider, même pour un auteur comme Kafka qui a ôté à ses textes tous les signes, tous les marques de repères historiques et géographiques traditionnels dans le récit réaliste, pour en faire des parables modernes minimalistes à la fois absurdes et grotesques. En même temps, ce texte n'a rien de cette tranquillité qui viendrait d'une sagesse ou d'une résignation ou d'une intensité de fin de vie caractéristique, dit-on, de certaines œuvres tardives. Ici, c'est la lutte constante et frénétique pour la survie. C'est une vie brutale où le personnage central tue sans même s'en rendre compte. Je cite un exemple. C'est toujours la traduction de l'Ortolari. Plus terrible est l'impression que j'ai parfois, ici parle la bête, le narrateur, l'animal dont on ne sait bien ce que c'est, plus terrible est l'impression que j'ai parfois, généralement en me réveillant en sursaut, que la répartition des provisions en cours est une erreur totale et qu'il faut de toute urgence la rectifier. Alors, je me précipite, je vole, je n'ai pas le temps de me livrer à des calculs. Voici que je saisis au petit bonheur ce qui me tombe sous les dents.
Je traîne, je porte, je gémis, je râle, je trébuche, et je me satisfais de n'importe quelle modification arbitraire de cet état présent qui me paraît si dangereux. Alors je regagne ma couche. Ce surcroît de fatigue fait que fait que je m'y rendors aussitôt et, au réveil, preuve irréfutable de ce travail nocturne qui déjà me paraît presque n'être plus qu'un rêve, je me retrouve par exemple avec un rat qui est resté accroché à mes dents. Fin de citation. Restons un instant avec cette image du rat entre les dents du narrateur. C'est un des éléments du texte qui soutiennent l'argument que le narrateur du terrier doit être un animal, même si on ne sait pas, ou mieux, on ne peut pas dire lequel. La force de l'image reste pourtant dans le fait qu'il est impossible de ne pas associer cet animal narrateur avec la voix humaine qui nous parle, et que le contact avec un rat accroché à mes dents doit nous choquer comme contact illégitime entre l'animal sale, par définition, et l'ego humain. Tout au long du texte de Kafka, on se heurte à cette discrépance agaçante entre une conscience, une voix qui s'exprime dans un allemand parfait, éloquent, expressif d'une part, et de l'autre, cette animalité grotesque et dégoûtante, cet autre, alien being. Regardons un autre passage où Kafka joue avec cette ambiguïté, cette discrépance, en utilisant le front de l'animal, siège classique de la raison humaine, comme instrument de travail. Le travail de construction de cette place au cœur de la citadelle, dit le narrateur, se compliqua d'ailleurs du fait qu'à l'endroit précis où mes plans voulaient qu'elle fût, la terre était fort meuble et sablonneuse. Il fallut carrément la damer pour donner à cette grande place les belles courbes de sa voûte et de son arrondi. Or, pour un tel ouvrage, je ne dispose que de mon front. C'est donc le front en avant que je me lançais des milliers de fois, nuit et jour, contre la terre, heureux quand j'avais le front en sang, car cela prouvait que la paroi commençait d'être dure, et de la sorte, comme on me l'accordera peut-être, j'ai bien mérité ma place au cœur de la citadelle. Fin de citation. Or, presque tous les commentateurs partent de l'idée d'un narrateur animal et par là maintiennent en place cette séparation entre l'animal et l'humain que Kafka met en cause. Puis encore, presque tous parlent d'un narrateur symbolique et d'un texte qu'il faut expliquer en allégorie ou clé autobiographique. Le terrier représente, par exemple, c'est une des lectures, la vie de Kafka à Berlin, où un juif pouvait être traqué et tué comme une bête. Pas loin de chez lui, à Berlin, Walter Rathenau a été assassiné dans la rue l'année avant l'écriture du terrier. Ou bien, le terrier représente sa sexualité avec la première fois que Kafka a vécu avec une femme, avec Dora Diamant, la dernière année de sa vie. Pour Philip Roth, ce n'est peut-être pas surprenant. Roth le voit comme le terrier, comme le mystère du sexe féminin. Ou bien l'interprétation la plus courante, le terrier représente l'isolement terrible de l'écrivain qui travaille seul, héroïquement, dans la nuit, avec ses textes. Le modernisme littéraire et Kafka en particulier ont cultivé le mythe d'une œuvre d'art radicalement autonome et isolée,
on peut bien voir dans le terrier l'expression limite de cette tendance. L'œuvre d'art ne représenterait qu'elle-même ou les procédés de sa production. Mais en fait, Kafka, même si son œuvre semble originale, unique, on sait, en creusant, on a découvert que presque tous les textes de Kafka partent d'un prétexte. Avec la Métamorphose, c'est le texte de Zachar Mazor, Vénus à la fourrure. La colonie pénitentiaire, c'est le beau texte d'Octave Mirbeau, Le Jardin des Supplices, etc., etc. Lisons donc Le Terrier avec sa littérature précédente, c'est-à-dire le roman de Defoe, est comme une méditation philosophique sur le rapport entre l'animal et l'être humain. Dans toute l'œuvre de Kafka, la figure de l'animal joue un rôle prépondérant. Elle apparaît de façon spectaculaire en 1912 avec la Métamorphose et continue jusqu'à la fin. Singe qui parle, des chiens musicaux, un cheval qui lit des livres de droit, des souris qui chantent. Voilà quelques-unes des figures qui font voir que l'animal n'est en fait que humain, trop humain. Le terrier représente une escalation importante de cette figure et pour la réaliser, Kafka utilise The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe de 1719. Il ne s'agit pas d'influence littéraire, de découvrir la source originale du texte qui expliquerait tout. Il s'agit au contraire de ce que Harold Bloom appelle une misreading. Kafka cerne dans le texte de Defoe des détails secondaires, latents, qui sont presque passés inaperçus tout au long de sa réception, et y voit le noyau essentiel du texte. Normalement, Robinson Crusoe est interprété comme l'expression littéraire de l'idéal puritain du salut, rendu possible à travers le travail et la foi en Dieu, en la providence. Naufragé sur une île déserte avec seulement la force de ses mains et son cœur et son intelligence pratique, Crusoe arrive à recréer le monde anglais civilisé qu'il a laissé derrière lui. Construit une maison, cultive des plantes, porte des vêtements qu'il façonne lui-même, se distinguant ainsi des sauvages et des cannibales du Nouveau Monde. Plus d'un lecteur y a vu une métaphore puritaine d'une victoire allégorique sur la bestialité. Ce que Kafka a vu dans le texte de Defoe est donc au contraire l'effacement de cette ligne de démarcation entre l'européen et le sauvage, entre l'humain et l'animal. Crusoe est en bref la version embryonale du narrateur dans le terrier. Sa terreur d'être mangé par les cannibales ou des bêtes sauvages le pousse à construire un vaste domaine semi-enterré, fortifié, subtilement déguisé à l'extérieur pour rester invisible aux passants, rempli de provisions qui dépassent de loin ses vrais besoins. Bien sûr, dans le texte de Defoe, les cannibales arrivent et donc sa peur se révèle comme justifiée. Mais on oublie, et si on lit un texte abrégé, on ne peut pas le savoir, on oublie ou on ne sait pas que Crusoe vit bien 17 ans sur son île sans jamais voir de bêtes sauvages, dangereuses, ni de cannibales. Néanmoins, il est obsédé par cette idée d'être mangé par les cannibales. Je cite en anglais, "The savage coasts between the Spanish country and Brazil's are indeed the worst of savages, for they are cannibals or men-eaters." Ce sont des cannibales ou mangeurs d'âmes. Et ils ne manquent jamais de tuer et de devour, de manger
tous les corps humains qui tombent entre leurs mains. C'est pour cette raison, dès son premier jour sur l'île et pendant 17 ans, sans arrêt, Crusoe travaille à fortifier et perfectionner ce qu'il appelle sa citadelle. Cette peur de Crusoe précède le naufragement. Regardons le début du roman de Defoe, qui manque dans la plupart des versions abrégées. Crusoe est propriétaire de domaines au Brésil et a besoin d'esclaves. Il part donc en voyage en Afrique pour les prendre. Mais des pirates marocains le prennent en otage. Il réussit à s'évader par bateau et au lieu de s'enfuir vers l'Espagne et Gibraltar, il sait qu'ils l'attendent là. Il part dans l'autre sens et commence à descendre la côte africaine, même si elle représente pour lui ce qu'il appelle the truly barbarian coast, where whole nations of Negroes were sure to surround us with their canoes and destroy us, where we could never once go to shore, but we should be devoured by savage beasts or more merciless savages of humankind. Notons que Crusoe ne distingue guère entre les sauvages africains noirs et les bêtes animales. Peu importe, pense-t-il, parce que tous les deux peuvent le manger. Descendant la côte occidentale de l'Afrique, Crusoe voit sortir de la jungle des vast great creatures. I knew what to call them, of many sorts, and they made such hideous howlings and yellings that I never indeed heard the like. C'est surprenant de voir, surtout quand on sait que Kafka lisait le texte de Crusoe dans le moment où il écrivait La Métamorphose. Or, La Métamorphose, c'est un monstre géant et on ne peut jamais dire ce que c'est. Ça n'a pas de nomenclature, ça reste indescriptible et inconnu, tout comme les bêtes que rencontre ou qu'entrevoit Crusoe. Le glissage entre l'humain et l'animal dans le texte de Defoe se voit à maintes reprises, comme ici, dans ce passage où Crusoe envisage qu'il tomber dans les mains des sauvages aurait été aussi mauvais ou dangereux que d'être tombé aux mains des lions et des tigres. Et il emploie ce mot main des lions et des tigres qui escamote un peu cette différence entre l'humain et l'animal. La relation de Crusoe avec les animaux dans l'île est ambiguë. D'une part, dès qu'il découvre qu'il n'y a pas de grosses bêtes, seulement des chèvres qui ne le dérangent pas, il réunit autour de lui une espèce de famille d'animaux. Un perroquet à qui il donne un nom et lui apprend à parler, un chien sauvé du navire naufragé, plusieurs chats, des chèvres bébés qu'il apprivoise et qui mangent de sa main. Ils sont tous réunis autour de sa table où il aime jouer le maître de son domaine, le roi de l'île. Les chèvres sont une espèce de doppelganger. Une fois Crusoe entre dans une caverne, il est terrifié par deux yeux qui le regardent dans le noir et par un son, qui lui semble un gémissement humain. À sa surprise, il s'agit d'une chèvre qui est en train de mourir. Mais en dépit du fait que ces animaux représentent la continuité avec sa vie en société humaine, une extension de lui-même qui lui permettent de vivre en homme civilisé, Crusoe se plaît à tuer les animaux d'une façon qui dépense le comportement du simple chasseur. Il tue pour le sport et le divertissement, non seulement pour se nourrir. Une fois, il voit une chèvre et la tue
froidement, une chèvre mère avec son petit. Les commentaires du roman de Defoe signalent cette ambiguïté de sa position, l'homme qui veut à tout prix se préserver des cannibales, mais qui mange sans y penser les membres de sa propre famille. La plupart de son temps sur l'île est passé dans la construction de son habitation, qui ressemble à maints égards à la construction du terrier chez Kafka. D'abord, le déguisement de l'entrée. Dans tous les textes, une couche d'herbe ou de mousse sert à la camoufler. Crusoe le construit à base au pas d'une colline, mais tout de suite, il commence à creuser dans la terre, dans la colline, pour amplifier et sécuriser sa place forte. Il n'a pas beaucoup d'outils et doit peiner pendant des mois pour rendre solides les murs et les plafonds. À un moment donné, la terre sablonneuse s'écroule et il est presque enseveli vivant. Je cite, "During all this time, I worked to make this room or cave spacious enough to accommodate me as a warehouse or magasin comme warehouse, comme storehouse, a kitchen, a dining room, and a cellar. All this time I worked very hard, the rains hindering me many days, nay, sometimes weeks together. But I thought I should never be perfectly secure till this wall was finished. It is scarce credible what inexpressible labor everything was done with, especially the bringing piles out of the woods and driving them into the ground, for I made them much bigger than I need to have done." Ce travail obsessionnel à son habitation, sa maison, sa citadelle, c'est un mot que Kafka reprend aussi, qui dure tout le temps du séjour de Crusoe sur l'île, définit sa vie. Il arrive sur l'île comme un jeune homme et la quitte après 27 ans. Le narrateur de Kafka, au début, c'est un jeune itinérant, un wanderer, obligé de dormir dehors sans protection. Il commence à construire son terrier. Ça lui dure toute la vie. C'est un Lebenswerk. Donc, le temps narratif des deux textes est constitué surtout par cette activité anxieuse, constante, obsédée de construire une maison qui protège l'habitant d'un danger inconnu, invisible et peut-être inexistant. Le tout dernier texte de Kafka, c'est sans doute Joséphine la cantatrice, récit dont le personnage central ne chante peut-être pas. Est-ce qu'il y a même des sons qui sortent de sa bouche? Le texte est ambigu. On a souvent remarqué que Kafka écrivait ce texte alors qu'une tuberculose au larynx lui a empêché de parler ou d'avaler. Ces derniers mots sont donc écrits sur des bouts de papier, de simples phrases. J'ai soif, comme j'aimerais boire une bière. Peux-tu rajouter de l'eau dans le vase? Les fleurs ont soif. Mais si Joséphine représente en quelque sorte le chant du cygne de Kafka, ce chant bien entendu ironiquement ambigu, tendu entre réalité et illusion, son et non-son, sens et non-sens, il faut dire que ça représente la partie terminée et publiée de l'œuvre de Kafka. Le Terrier, manuscrit non fini, est plus représentatif, je dirais, de ce qui est proprement kafkaïen dans ses écrits, c'est-à-dire leur inaptitude à conclure. Comme ses trois romans, comme son journal, mais aussi comme tous ces textes qui sont restés non publiés dans le chantier de ses carnets, des récits qu'il reprenait au fil des années en les développant et ajoutant d'autres parties, jamais avec un lecteur autre que lui-même. Et c'est le cas non seulement du chasseur Gracchus, mais de bien d'autres textes. Le Terrier peut être compris
comme le dernier texte de ce Kafka. Or, ce n'est pas un chant de cygne, mais un râle d'angoisse et d'obsession. L'obstination de maintenir coûte que coûte sa place, sa propriété, sa terre, un cri continu dans le vide pour tenir à distance la mort qui approche. C'est donc un tout autre texte que celui des commentateurs qui y voient l'autoportrait héroïque et pathétique de l'auteur. Depuis le livre de Deleuze et Guattari sur Kafka et la littérature mineure, ce qu'ils appellent le devenir animal a été vu comme une stratégie anti-oedipienne non conformiste qui mettrait en cause le monde bourgeois capitaliste. C'est sans doute vrai pour un texte comme La Métamorphose ou Le rapport pour une académie. Le monstre que devient Grégoire Samsa fait chanceler les règles domestiques de la famille et le monde de son travail. La Côte d'Or, d'où vient le chimpanzé parlant Rothpeter du rapport à une académie, représente une liberté absolue, c'est-à-dire l'Afrique représente une liberté absolue que le singe est en train d'oublier et que les êtres humains normaux ne peuvent même pas imaginer. Mais le narrateur du terrier est un tueur. Il assassine les petites bêtes sans même y penser. Son animalité vorace se combine avec une sophistication architecturale, voire carcérale. Obsédé par l'idée de territoire fortifié et du pouvoir qui vient avec lui, il n'hésite pas à célébrer le sang et la terre qui sanctifient sa propriété et son identité, même après la mort. Or, ce n'est bien entendu pas un portrait de l'artiste comme vieil homme, si ce n'est dans ses pires épisodes d'autolacération. Dans une lettre à Milena Jesenska, la troisième femme avec laquelle il a tenté et échoué d'établir une relation durable, Kafka lui rappelle comment il a progressivement perdu sa signature au cours de leurs lettres. Il s'est présenté comme le Dr Franz Kafka, c'est devenu le Dr Kafka, puis c'est devenu Franz, puis c'est devenu F, puis rien du tout. Il n'avait pas besoin de signer, rien qu'une forêt profonde, dit-il, Tiefenwald. Et Kafka, dans cette lettre à Milena, en lui rappelant la disparition de sa signature, de son nom, il affirme qu'il était comme Robinson Crusoe, mais, ajoute-t-il, Robinson avait son île et Vendredi, et le navire qu'il a sauvé est tout transformé en un beau rêve. Moi, je n'avais rien, même pas mon nom, je te l'ai donné, lui aussi. Et donc, je conclus ici avec l'innommable Kafka, qui reste toujours un mystère. Merci beaucoup. Merci Marc de cette communication sur Kafka. Bon, encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps pour une discussion, étant donné l'heure. Je poserai une seule question. Dans le cours que j'ai fait, j'ai parlé, je le rappelais ce matin, d'Hermann Brock et de Blanchot, et Hermann Brock et de Kafka, puisque Kafka pour Brock, tout au contraire, d'être la fin de la littérature, c'est quelque chose comme une résurrection de la littérature, dans la mesure où la littérature retrouve le mythe dont la littérature moderne avait voulu se séparer. Par exemple avec Mallarmé, que la littérature ou que la poésie n'ait rien à voir avec le mythe. Et quand tu parles de
ce texte du Terrier, on pourrait peut-être conclure avec Brock que c'est, à moins de faire des lectures autobiographiques, que ce sont des nouveaux mythes que Kafka est en train d'élaborer, et donc que c'est tout le contraire de la fin ou de la mort de la littérature. Oui. Qu'est-ce que tu entends par mythe dans ce Terrier? Quel mythe serait-il? Quel mythe serait à travers le Terrier? Ben, Oui. un mythe qui touche à ce qui est l'essentiel de la vie et de la mort, et ce à quoi touchent les grands mythes. Oui, oui, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je vois Kafka troublé par l'idée qu'il n'avait plus de public. Non seulement troublé par l'idée qu'il ne pouvait pas terminer ses œuvres, qu'il n'était jamais assez content que ça ne lui venait pas, mais qu'il n'y avait plus de public pour ces artistes. Le jeuneur, par exemple, Hunger Künstler, il vit après la grande popularité de ces jeuneurs. Il y avait autrefois un grand public pour ce genre de spectacle, et le jeuneur vit trop longtemps, et il finit par disparaître dans sa cage. Le public du cirque le passe et ne le voit même pas. Et donc, je le vois très pessimiste sur l'idée de sa littérature, mais peut-être que Bloch avait raison, parce qu'à la fin, Kafka n'y croyait pas, mais tout le monde le lit, même aujourd'hui. Absolument. C'est un peu, ce sont nos mythes d'aujourd'hui. Oui. Malheureusement, nous devons respecter l'horaire et te remercier de cet effort que tu as fait de nous parler en français aussi.